Voilà, donc le thème que j'ai voulu exposer ce soir, c'est un thème, donc grandir en santé. Et je pense qu'il y a vraiment une urgence micronutritionnelle, environnementale, en préconceptionnelle, pendant la vie fœtale et pendant la petite enfance. Alors, régulièrement, on vous parle des 1000 premiers jours de la vie. Pour moi, les 1000 premiers jours de la vie ne commencent pas à la naissance, commencent bien avant. Et donc, je vais vous parler de toutes ces périodes auxquelles je veux vous informer sur ce qui se passe avant la conception. Donc, on va parler aujourd'hui d'abord du bilan préconceptionnel des 2 parents. Bienvenue, messieurs. Du suivi nutritionnel personnalisé pendant la grossesse. L'accouchement, bien sûr, par les voies naturelles tant que c'est possible. On verra l'allaitement qui reste le préférentiel au niveau alimentaire et éventuellement un suivi pédiatrique. Alors, l'importance du thème sera surtout le préconceptionnel. Et donc, les 1000 jours, c'est à partir de quand? Alors, moi, j'ai un petit peu réparti les 1000 jours, les 270 jours avant la naissance, ça veut dire 9 mois de préconceptionnel, 280 jours, plus ou moins 39 semaines de vie fœtale, et puis après, on peut imaginer que pendant les 15 premiers mois, le nourrisson doit être particulièrement suivi aussi. Il faut savoir que les enfants qu'on va avoir aujourd'hui vont être les enfants qui vont assurer l'avenir de l'humanité. Et prendre un enfant par la main, vous connaissez toute cette chanson de Yves Dutel, qui est une chanson qui n'a pas dépéri, qui reste toujours d'actualité, c'est prévoir l'avenir de toute l'humanité. Et vous allez voir comment on a touché actuellement, pendant les dernières années, à l'humanité, et on n'a pas de très beaux résultats par rapport à ce qu'on a fait dans l'humanité. Donc, l'enfant commence en nous bien avant son commencement. Il y a des grossesses qui durent des années d'espoir. Ben oui, parce que vous allez voir qu'enfanter n'est pas aussi simple qu'il y a 50 ou 100 ans. Et les 1000 premiers jours commencent donc bien avant cette conception. Dans le suivi des femmes en préconceptionnel et des papas ou des futurs papas, la nutrition est souvent fortement oubliée, voire négligée. On a des séances de relaxation, de yoga, de gestion de groupe, du massage, de la sophrologie, de la psychologie corporelle. Et souvent, on parle très peu de nutrition, en tout cas dans ce que j'ai eu comme expérience. Il faut savoir que j'ai travaillé il y a de nombreuses années, puisque je travaille depuis de nombreuses années, dans un service universitaire de néonatal, de maternité. Et quand je faisais des informations aux mamans, j'ai vu des tas de détresse dans la façon dont les mamans avaient été préparées à l'allaitement, préparées à la nutrition de l'enfant. Parce qu'il y a une période où on a voulu, sciemment, voulu en tout cas faire l'impasse sur l'allaitement maternel. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est inadmissible. Et notamment en Afrique aussi, on a fait cette impasse-là, ce qui a créé des milliers de morts. Donc l'homme, c'est corps, esprit, un tout, une unité, et on ne divise pas l'unité. Donc c'est un enfant qui va naître dans un univers particulier. Et tout ce que l'on n'aura pas à ramener à la conscience se manifestera dans notre vie comme le destin ou la fatalité. Donc tous les gestes que l'on pose dans sa vie, en tant que futurs parents, vont avoir un impact sur le futur de l'enfant. C'est-à-dire que si vous fumez pendant une grossesse, tout le monde est d'accord que c'est quand même problématique. Et dans la vie, il n'y a pas que des solutions, il y a des forces à mettre en marche et il suffit de les recueillir. Donc je suis là ici pour ça et je me mets à disposition des patients qui veulent mettre ce projet de vie en route. Alors on fait des enfants de plus en plus tard, après avoir priorisé notre travail, nos désirs. Nous nous réveillons tard au concept de la famille, d'où la notion j'ai bien le droit d'avoir un enfant. Le nombre de femmes qui accouchent après 40 ans a triplé en 20 ans. Un quart à un tiers des couples ont des problèmes de fertilité. Donc, je vais beaucoup parler de la fertilité. Ce préconceptionnel touche une femme sur 10, un tiers des couples, c'est quand même beaucoup. Et très peu de couples consultent avant de faire un bébé. Pourtant, il est important de dépister les éventuelles carences et de faire un check-up complet avant de transmettre les bons gènes. Vous savez, une simple carence en vitamine D pour une femme enceinte va déterminer énormément de choses sur la qualité de l'immunologie de l'enfant, la qualité de son cerveau et
je vois, moi, régulièrement des femmes enceintes à qui on n'a pas fait de test préconceptionnel pour les préparer à de meilleures conditions pour la conception. Nous sommes dans un environnement qui est extrêmement agressif de par la pollution. J'ai donné la semaine dernière une conférence pour une centaine de personnes pour le Solaris du Brabant wallon, parce que les perturbateurs endocriniens sont extrêmement présents dans notre environnement. On ne peut plus boire l'eau du robinet, je vous en parlerai brièvement. Et l'environnement électromagnétique est extrêmement polluant. La maman devrait être protégée pendant la grossesse de l'environnement électromagnétique. Donc, ça veut dire que la maman est dans un environnement particulièrement agressif et je pense que nos autorités sanitaires ne protègent pas suffisamment les mamans qui veulent avoir des enfants et qui sont en période de grossesse. La natalité est au plus bas depuis 1946. Donc, il y a une chute de natalité qui est extrêmement importante. Il y a une chute de naissance en France ici et on voit que cela va jusque 2023. Et qu'en 2023, à partir de 2021, il y a une chute énorme. Et les 3 dernières années, cette chute s'est empirée et l'augmentation de la mortalité néonatale a été particulièrement importante à partir de 2021. Je vous conseille fortement de lire ce livre de Pierre Chaillot, qui est un statisticien, et qui révèle les chiffres officiels de mortalité dus au vaccin et dus à l'épidémie. Il faut oser affronter un souci dont nous venons de vivre 3 ans particulièrement pénibles, où certains ont fait des choix, les regrettent, ne les regrettent pas, et il y a des conséquences qui sont là. Toujours est-il que notre humanité voit un déséquilibre dans la pyramide humaine, donc on a un appauvrissement des enfants par rapport à la pyramide des personnes âgées. Est-ce que c'est la fin des bébés ? On a des peurs, certains ont peur. Est-ce que ça va ouvrir c'est vraiment difficile d'en parler, mais ça existe. Est-ce qu'on va ouvrir les expériences génétiquement modifiées ? Ça se fait déjà maintenant, puisqu'on sait faire des tests génétiques pendant la grossesse. Et soit si l'enfant a une pathologie génétique, soit on fait un choix particulier par rapport à cet enfant qu'on ne veut pas dans sa vie. Chaque couple va peut-être être confronté à ce genre de choix-là. Alors, je suis particulièrement heurtée par une phrase de notre psychopathe, enfin, c'est pas le nôtre, qui est Emmanuel Macron, qui disait à son discours de son nouveau gouvernement, il va falloir réarmer la France au niveau démographique. C'est quand même grave qu'un psychopathe qui a mis la natalité en difficulté avec tout ce qu'il a mis en place pendant la période du Covid se targue de vouloir réarmer démocratiquement la France. Et donc, cette chute vertigineuse qu'on a connue à partir de 2021, eh bien, on va essayer de la juguler. Et c'est pour ça qu'on organise ce genre de conférence, pour que vous ne soyez pas dans le déni et que vous soyez dans la construction. Moi, je suis quelqu'un qui ose dire les choses peut-être froidement, mais il faut oser affronter les choses pour pouvoir mieux reconstruire un autre monde. Et donc, une méta-analyse publiée récemment montre que le nombre de spermatozoïdes diminue dans le monde entier à un rythme effréné. Donc, l'article de la revue Human Reproduction Update en novembre 2022, qui est un article d'une équipe internationale de chercheurs, a examiné 2336 résumés savants, 868 articles complets et a analysé les données de 38 études sur la numération des spermatozoïdes réalisées sur 6 continents, mettant à jour leur étude en 2017. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le nombre de spermatozoïdes a diminué de 60% au cours des 45 dernières années. Donc, il y a un réel souci, puisque l'homme et la femme enfantent beaucoup plus tard, ce n'est pas seulement la femme. Donc, la suite, la voici pour votre bien. Des scientifiques créent des embryons humains, synthétiques, sans ovules ni spermatozoïdes, et c'est une chaîne israélienne qui met ça en place. Donc ça, c'est vraiment le fantasme de psychopathe qui dirige l'état profond, de vouloir faire des embryons où le papa et la maman... Donc ça existe déjà, hein, ce n'est pas du tout une fantaisie que je vous raconte, mais ça existe.
Et donc, on va aussi travailler avec les cellules souches. Donc, l'homme a toujours rêvé de manipuler la génétique et ils ne sont pas à l'abri de pas mal de manipulations. Donc, si tu crois est-ce qu'on est prêt à être parent, ben vous allez voir après peut-être l'exposé d'aujourd'hui. Et devenir parent, c'est aussi beaucoup se poser beaucoup de questions. Donc, aujourd'hui, la charte toxique de la maman est importante. Le corps de la femme se nettoie par le fœtus. C'est quelque chose qui est horrible à dire. Mais il faut savoir que, je vais vous en reparler par la suite, que la communication par du fœtus qui est dans le placenta avec la maman peut participer au nettoyage de la maman. Donc, on dit toujours qu'il faut se méfier des mamans enceintes qui sont en super forme. Ça veut dire qu'elles se sont nettoyées et que c'est l'embryon qui a pris les toxiques. Donc, c'est très important de faire, ce sera la conclusion de la conférence, de faire une détoxification avant la grossesse. Donc, par exemple, les fonds de teint, les shampoings, les vernis à ongles, toutes ces substances-là vont directement soit dans le cerveau, dans le muscle, dans la moelle osseuse. Et donc, souvent, le premier enfant est celui qui prend le plus de toxiques parce qu'il nettoie la maman. Une femme atteinte de candidose produit de l'alcool pour le bébé au niveau in utero. C'est quelque chose d'incroyable, hein, puisque la candidose, c'est une fermentation de levure et on peut, suite à cette fermentation, développer de l'alcool. Alors, j'ai une petite expérience à vous expliquer. C'est qu'un jour, j'ai une jeune femme qui vient pour une préparation à la conception. Et elle me dit, voilà, j'ai un petit garçon, il a 1 an et demi. Je viens de faire une fausse couche parce que je voudrais bien que mes enfants soient à 2 âges assez rapprochés pour qu'ils puissent grandir ensemble. Mais je viens de faire une fausse couche, donc je viens voir chez vous ce que je dois mettre en place. Donc, on fait toutes les analyses, je mets tout en place et je lui dis, vous devez me laisser 3 à 6 mois pour restaurer, remettre tous les bilans micronutritionnels à jour. Et elle s'effondre devant moi en disant « Mais moi, je ne veux pas attendre. » Vous savez, les femmes, elles ont une horloge biologique. Hein. Les hommes doivent certainement savoir ça, que quand elles ont décidé un désir d'enfant, il faut que ça se fasse vite. Dans la tranche d'âge plus tardive, je pense qu'il faut parfois postposer le désir de grossesse et prendre les mesures importantes à faire. Et donc, cette patiente, elle rentrait en pleurs chez son mari qui lui a dit « Mais tu vas faire ce que Mme Bayeux a dit. » Et elle est revenue me voir pour la suite de sa... Donc, elle est tombée enceinte. Enfin, elle est enceinte. Je ne sais pas pourquoi on dit tomber. Mais elle est enceinte et elle me dit « Je n'ai jamais eu une grossesse aussi agréable. » Elle est revenue me voir quand elle a accouché et le bébé n'est jamais malade alors que le premier enfant est souvent malade. Donc, vous allez récolter, si vous faites une bonne préparation à la grossesse, vous allez récolter les fruits de cette préparation. Vous allez récolter les fruits pour plusieurs années, probablement pour plusieurs années, parce qu'on peut s'intoxiquer après. Donc, faire du préconceptionnel, pour moi, c'est absolument indispensable. Dans ma génération, on ne faisait pas de préconceptionnel. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on était beaucoup moins intoxiqués. On avait des enfants une dizaine d'années avant. À 25 ans, on terminait nos études et on faisait des bébés. Maintenant, la moyenne d'âge, c'est 30-35 ans. Donc, on a 10 ans de plus de pollution et la pollution est particulièrement plus importante maintenant. Donc, la majorité des maladies est liée à notre alimentation et à la pollution. Donc, prendre soin de l'humain doit être notre priorité pour transmettre la vie. Alors, il faut faire un suivi en micronutrition personnalisé. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce soir, on est sponsorisé par une firme qui fait des compléments nutritionnels. Et sur base de bilan micronutritionnel. Et il faut savoir que beaucoup de femmes enceintes sont suivies avec des produits tout en un. Donc avec des boîtes dans lesquelles il y a tout. Le fer, le zinc, la vitamine D. Je pense que c'est une insulte à la médecine que de donner des produits tout en un. Ça veut dire qu'ici dans la salle, vous chaussez tous du 38 ou du 40. Non, on a tous une pointure différente, on a tous une vue différente, on a tous un bilan micronutritionnel différent. Donc ces produits prêts à l'emploi et tout en un, pour moi, c'est une imposture sur le plan scientifique. Donc on doit faire ce qu'on appelle de la médecine intégrative, et cette médecine intégrative, elle nous dit que beaucoup de choses se passent dans le ventre et que tout ce qui se passe dans le ventre va influencer notre cerveau. Voilà. Donc, certains aliments, micronutriments, peuvent renforcer le système immunitaire
et afin de donner toutes les armes contre les virus et les bactéries. Le microbiote, donc toutes les bactéries intestinales, est composé de bactéries non pathogènes qui protègent l'immunité. Donc cette médecine intégrative nous enseigne que tout est dans le ventre et en changeant notre alimentation, en changeant notre microbiote, on va pouvoir changer le devenir immunitaire de l'enfant. La conception, c'est d'abord l'hygiène d'un couple. Un acte responsable autant pour l'homme que pour la femme, se préparer 9 mois avant la grossesse. Il faut arrêter les toxiques, la pilule, le tabac, les drogues, les médicaments chroniques, sauf si on a une pathologie chronique. Une patiente diabétique avec de l'insuline ne va évidemment pas arrêter son insuline. Et s'orienter vers une pharmacie la plus naturelle possible. Il faut faire une détox, je vous expliquerai un tout petit peu à la fin ce qu'il faut faire, combler les carences micronutritionnelles et modifier l'environnement électromagnétique dans lequel on se trouve. Une femme enceinte ne doit pas vivre, ou ne doit pas, en tout cas pendant la grossesse, vivre dans un environnement électromagnétique important et on doit prendre des mesures, soit dans la géobiologie de l'habitat ou soit dans le lieu professionnel. Éviter les perturbateurs endocriniens, on va voir ce que ça représente. Donc la santé des parents, par la respiration, l'alimentation, l'activité physique, les stress, les émotions, vont modifier l'épigénétique, la conception, d'où la gestation, et cela va avoir une influence sur les générations suivantes. Et donc, c'est clair qu'il faut mettre une graine sur un bon terrain. Tous les jardiniers savent ça, que de mettre une graine de qualité sur un terrain de qualité va donner une plante de qualité. C'est la même chose pour l'humain. Donc, quand on voit que l'on fait des PMA ou des fécondations in vitro de façon très, très, très régulière, et on ne fait pas de bilan micronutritionnel chez ces patients. Moi, j'en ai régulièrement qui sont venus et qui font 2, 3 fécondations in vitro et il n'y a jamais de bilan nutritionnel qui a été fait. Et donc, l'épigénétique, il y a eu, organisé par l'association au sein des femmes, toute une conférence sur l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'influence de notre environnement sur nos gènes, qui vont pouvoir avoir une influence sur les générations futures, sur parfois 2 ou 3 générations. Et vous verrez que je vous montrerai une diaporama où il y a un produit qui a été donné, qui a des conséquences sur 3 ou 4 générations. Donc, c'est très important de faire ce bilan préconceptionnel des 2 parents. Et qu'est-ce qu'on va choisir? Savoir que si d'abord on est malade, que si on est asthmatique, que si on a tout le temps des rhumes, que si on a tout le temps des angines, que si on a des problèmes digestifs, il faut essayer de savoir pourquoi on est dans cette situation-là. Donc, revisiter toute son alimentation et faire éventuellement une détox, notamment des métaux lourds, et ce bilan personnalisé. Dans ce bilan personnalisé, vous connaissez tous la vitamine D, vous allez maintenant hypersensible à ça. Le zinc, vous allez voir que le zinc est un composant extrêmement important, notamment pour la qualité du sperme de l'homme. Les oméga 3 qui vont être importants pour le cerveau du bébé. L'acide folique, la vitamine B12, on y revient après, le fer, la ferritine. Et il y a une analyse qui n'est pratiquement jamais faite chez les femmes enceintes. J'ai donné dans le passé des cours pour les sages-femmes, et c'est le dosage de l'homocystéine, qui est lié notamment à la vitamine B9 et à la vitamine B12. Quand vous avez une hyperhomocysténémie, il y a 20% de la population en Belgique qui sont porteurs d'un phénotype de ce trouble-là, qui peuvent donner des thromboses, des phlébites. Eh bien, ce sont des mamans qui vont avoir soit des fausses couches ou des enfants qui vont naître avec un spina bifida, c'est-à-dire une maturation du tube neuronal qui n'est pas complet. Donc, on nous a habitués dans notre pays à ce que tout soit gratuit. Mais 29 € quand vous allez tous les deux dans un McDo ou dans un Quick, vous sortez avec 28 €. Donc, il faut à un moment donné remettre ses priorités budgétaires dans une vision de santé autre que celle que nous a inculquée, nous, en tout cas, en tant que professionnels, en nous disant la santé, c'est gratuit, on va prendre votre santé en main. C'est faux, ça n'existe plus, ça. Donc, ce bilan préconceptionnel des 2 parents va faire en sorte qu'on va leur demander de diminuer les sucres, de supprimer les laitages. Pourquoi les laitages, surtout de bovins? Parce que dans les laitages de bovins, vous avez des hormones de croissance qui font grossir le petit veau en 250 kg en un an, qui s'appellent des IGF-1, et qui sont des hormones de croissance qui vont se mettre sur le sein des femmes et sur la prostate des hommes.
d'où les pays qui consomment énormément de produits laitiers ont beaucoup de cancers du sein et de cancers de la prostate. Et en fait, comme ils vendent beaucoup moins de produits laitiers en Europe, ils essayent de faire manger des produits laitiers aux Africains qui ne les digèrent absolument pas. Et quand je donnais cours à la faculté de médecine de Lomé, au Togo, dans les rues, il y a des camionnettes d'une firme qui vend des produits laitiers pour faire manger des produits laitiers aux Africains qui ne le digèrent pas du tout parce qu'ils n'ont pas du tout l'enzyme pour les digérer. Donc les firmes multinationales, quand elles n'ont plus assez de public, elles vont dans des pays dont ça ne fait pas partie de la culture. Donc il faut consommer des produits, des protéines animales de qualité, essayer d'équilibrer l'équilibre acido-basique en mangeant beaucoup de légumes, d'utiliser des légumineuses pré-trempées, de cuire à basse température, donc ça n'existe plus en micro-ondes dans une maison. L'eau du robinet n'est plus potable en Belgique, même si nos autorités le disent, donc il faut utiliser des méthodes, notamment d'osmose inverse, de filtres particuliers pour nettoyer son eau. Et bien sûr, évidemment, diminuer fortement l'alcool. Donc cette micronutrition préconceptionnelle va nous montrer que, par exemple, une pathologie qui est très fréquente chez les femmes enceintes, qui est l'hypothyroïdie, eh bien cette hypothyroïdie, elle va fonctionner si on a suffisamment de tyrosine, qui est un acide aminé, qu'on ne mange que si on prend des protéines animales le matin. Vous allez consommer du fer. Les femmes qui ont en général des règles normales sont souvent carencées en ferritine. Le zinc qu'on ne trouve pratiquement que dans les produits animaux. La vitamine D dont je vous ai parlé et le sélénium. Le sélénium, il suffit de manger des noix du Brésil. Et donc, si on n'a pas tous ces éléments, eh bien, on va favoriser une hypothyroïdie chez la femme enceinte. Et cette hypothyroïdie va avoir de lourdes conséquences. Donc, il va falloir vérifier toutes ces carences. Et il n'y a pas de médecin généraliste qui vérifie ces carences, sauf si moi je le demande et qu'il collabore. Je connais très peu de gynécologues qui le font aussi. Et donc, ces micronutriments sont des micronutriments tout à fait indispensables pour la fabrication de la mitochondrie. La mitochondrie, c'est notre centrale énergétique. Donc, vous voyez la vitamine A, toutes les vitamines B, et vous voyez en rouge toutes celles qui concernent le sperme des futurs papas. Et il faut savoir qu'un sperme de qualité donnera une fertilité plus importante. Alors, il y a des produits que vous n'utilisez pas en consommation courante, qui sont notamment l'acide alpha-lipoïque, la L-carnitine, le coenzyme Q10, le glutathion réduit. Ça demande un visionnement d'un professionnel de la santé. Donc, qu'est-ce qu'on va préconiser comme alimentation? Un petit déjeuner protéiné, pas un petit déjeuner sucré. C'est la chose la plus difficile qu'on a à mettre en place. Les ancêtres le faisaient, manger des plats complets le matin. Vous allez en Chine, le matin, ils mangent des plats complets. Nous, on mange des tartines avec du choco et on mange des chocopops qui pétillent dans le lait. Et ça, ce n'est que du sucre. Donc ça, c'est impossible d'avoir une bonne alimentation et un équilibre nutritionnel. Avoir un dîner complet avec des protéines et beaucoup de légumes, un goûter qui peut être un peu sucré, le goûter peut être un peu sucré, les fruits en dehors des repas, et le soir, vous allez manger un repas léger, plutôt avec du quinoa, du riz complet et des légumes. Évitez de charger le soir en protéines. Donc la grossesse, c'est un état physiologique et ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas du tout une maladie, mais il y a quand même une multiplication cellulaire rapide et ce qu'on appelle une orgagénèse qui va permettre la formation des futurs organes du fœtus. Donc, il y a quelques modifications physiologiques pendant la grossesse et on voit qu'au niveau métabolisme énergétique, il y a quelque chose qui peut handicaper la grossesse, c'est l'hyperinsulinisme, c'est-à-dire l'augmentation de la résistance à l'insuline. Et on voit beaucoup de mamans qui sont en résistance à l'insuline, qui est l'étape avant le diabète, mais qui doit être dépistée bien avant le diabète par un simple test sanguin qui va faire la corrélation entre l'insuline et la glycémie. Ça s'appelle le test OMA, un test qui ne coûte rien et qui va montrer si la femme enceinte est déjà en résistance à l'insuline. Les femmes enceintes en Afrique, comme elles ne boivent pas d'eau puisque l'eau n'est pas potable, elles achètent des Fanta, des jus de fruits
Et elles sont toutes diabétiques quand elles sont enceintes. Le foie est en surcharge, pourquoi? Parce qu'il y a une décharge hormonale, et donc certaines femmes enceintes peuvent subir les nausées et les vomissements. Il y a un stress au niveau du squelette, parce qu'il y a une grosse mobilisation du calcium, et surtout dans la troisième partie, le troisième trimestre. Donc, il faut particulièrement augmenter la vitamine D. Et au niveau du sang, il y a un phénomène de dilution, ce qu'on appelle d'hémodilution. Et donc, on va avoir une augmentation de la masse sanguine et donc une dilution de la composition du sang. Le système nerveux va être touché aussi, en ce sens que l'activité hormonale va agir sur le cerveau limbique et on peut avoir des angoisses, des peurs, des nervosités, une modification du goût, de l'odorat, des troubles du sommeil. Le système digestif peut être touché aussi. Si la femme enceinte est en hypothyroïdie, elle va être constipée, ou à la fin, parce qu'il y a des compressions, elle va être constipée. Et le reflux gastro-œsophagien, qu'on peut appeler le pyrosis, c'est très fréquent quand il y a une poussée sur le diaphragme. Et donc, on élimine aussi pas mal de vitamines par les urines. Donc, ça veut dire qu'on doit être doublement attentif à toutes ces carences et qu'on doit suivre ça de près. Alors, ça, j'ai été voir sur PubMed, qui est un site d'information pour les professionnels de la santé. Et vous voyez que c'est une publication récente. On est à 95 525 études sur l'infertilité homme-homme et à 62 138 résultats sur l'infertilité femme. Donc, on va un petit peu voir quelle est l'origine de toutes ces infertilités. Et donc, quels sont les facteurs d'infertilité masculine? Le stress, les facteurs psychologiques, parce que voilà, il faut être bien dans sa tête, le sport en excès. Je citais l'autre jour à la conférence sur les perturbateurs endocriniens que c'est chez les nageurs en eau de piscine, donc l'eau est chlorée, qui ont le plus de cancer de la prostate et de la vessie. Un problème d'obésité, mais la maigreur aussi. Mais l'obésité est plus fréquente puisque l'obésité est en grande augmentation. Les radiations, la pollution, les substances toxiques, les pesticides, les solvants, les smartphones, voilà. Le café, le tabac, l'alcool, la toxicomanie sont tous des éléments qui vont agir sur la fertilité. Et donc, on voit qu'on a un déclin du sperme depuis 1973. Moi, j'ai commencé mes études, j'ai commencé à travailler à ce moment-là. Et par rapport à 2018, on est à 49, donc moins de la moitié, enfin pratiquement la moitié. Ce bilan d'infertilité masculin correspond à des spermatozoïdes qui sont sensibles au stress oxydatif. Et le stress oxydatif, c'est la rouille cellulaire, si vous voulez. Et donc, ce qu'il faudra pour lutter contre le stress oxydatif, prendre des antioxydants, la vitamine C, le zinc, le sélénium. Et là, on revoit que le bilan d'infertilité chez l'homme, on va faire les mêmes dosages que chez la femme, la coenzyme Q10, le glutathion, la vitamine C, la L-carnitine, la taurine, l'homocystéine. On va refaire les mêmes analyses pratiquement que chez la femme. Cette détérioration de la fonction reproductive mâle, elle est attribuée notamment aux métaux lourds, les dérivés des plastiques, les pesticides, certains médicaments, je vous en parlerai après, la chimiothérapie, la radiothérapie, le stress, la chaleur, le sport intensif. Les causes d'infertilité féminine, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, les fibromes, les carences micronutritionnelles et les perturbateurs endocriniens. Donc, ça veut dire que la rencontre du féminin et du masculin, pratiquement, c'est presque un jeu de roulette russe. Donc, il va falloir que le féminin et le masculin se rencontrent sur de bons éléments. Le syndrome des ovaires polykystiques touche à peu près une femme sur 10. C'est la première cause d'infertilité féminine. Et c'est quoi? Vous voyez sur l'image ici que vous avez un ovaire normal qui contient quelques... allez. Ovocytes, c'est ça. Merci Isabelle. Et l'autre va contenir beaucoup trop d'ovocytes au niveau de l'ovaire polykystique. Et donc, on voit que c'est la cause la plus importante des troubles de l'ovulation, d'infécondité, d'hyperandrogénie. L'hyperandrogénie étant une masculinisation de la femme chez à peu près entre 8 à 17% de femmes en âge de procréer.
Et ce diagnostic doit se faire de façon précoce à l'adolescence parce que ça va faire des drames quand, d'abord, en fait, une femme qui a des ovaires polykystiques, elle n'est pas confortable. Elle va avoir des règles douloureuses. Et ces ovaires polykystiques sont en partie dus à un taux de cholestérol élevé, j'y crois pas trop, mais à l'insulinorésistance. Donc toute cette pathologie dont on va reparler après, qui est liée avec ces sucres rapides qu'on a dans notre alimentation et qui crée cette résistance à l'insuline. Donc le surpoids, l'obésité, mais je connais des jeunes femmes qui ne sont pas en surpoids, qui ont des ovaires polykystiques. Donc ça, c'est une étude qui est parue et qui montre que c'est la première cause d'infertilité. Voilà, associée à des complications métaboliques et vasculaires. Cette résistance à l'insuline, c'est je mange du sucre, mais le pain blanc c'est du sucre, les pâtes c'est du sucre, les chocos c'est du sucre, je fabrique de l'insuline, mes cellules résistent à la pénétration de l'insuline, le sucre se stocke sous forme de graisse, on prend du ventre, et je me sens fatiguée et affamée. Donc, ce cycle infernal de résistance à l'insuline va être un cycle qui va favoriser l'apparition des ovaires polykystiques. Les perturbateurs endocriniens, ils sont nombreux, il y en a plus de 100 000, il y en a à peu près 13 000 qui sont répertoriés, et il est important de faire une campagne vraiment importante sur les perturbateurs endocriniens qui sont à l'origine des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète, des maladies hormonales, des troubles de la reproduction, de la perturbation de la thyroïde, c'est énorme, des troubles neurologiques. Et en fait, on va avoir des effets qui vont être proportionnels à la dose, aux effets cumulatifs ou différés. Et là, on va voir ce que c'est que les effets différés. Et c'est vraiment un sujet extrêmement troublant, les perturbateurs endocriniens. Vous êtes bien au courant de ce qui s'est passé avec les PFAS dans l'eau, dans la région de Charleroi. Ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, ce genre de choses-là. Donc, il y a une impossibilité à boire l'eau du robinet. Donc, ces perturbateurs endocriniens, ils vont toucher tous vos organes endocriniens. Et on a là-dedans le bisphénol A, le formaldéhyde, le parabène, les pesticides, les produits, les produits d'origine endogène, des phtalates. Et ici, je vous ai juste montré, parce que j'ai énormément d'études de bibliographie concernant les plastiques. Et ici, c'est une étude qui est passée en 2021, qui montre que les microplastiques sont retrouvés en abondance non seulement dans le placenta, mais dans le méconium des nouveau-nés, ce qui est associé à des altérations du microbiote. Donc, ces microplastiques qui se retrouvent dans le placenta. Tout ceci implique d'accompagner les femmes enceintes afin d'assainir leur environnement et de réduire la présence de ces polluants indésirables. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique. Et donc, ces perturbateurs endocriniens, altérer les seins. Donc, on va avoir des cancers du sein. On a retrouvé des parabènes dans les tumeurs cancéreuses. Le cancer des ovaires, de la thyroïde, les cryptorchidies, donc les organes masculins qui ne descendent pas, les problèmes thyroïdiens, les modifications du sexe ratio filles et garçons. On a plus de filles qui naissent depuis 1970 que de garçons. En Chine, c'est un vrai problème, ça. L'altération de la qualité du sperme, les pubertés précoces, les troublements du développement du cerveau. Et là, on va retrouver l'origine de l'autisme, des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, le diabète, l'obésité et certaines maladies auto-immunes. Donc, il va falloir vraiment faire attention à votre quotidien, éviter au maximum les plastiques, tous les emballages, revoir les étiquettes sur tous les produits cosmétiques et nettoyer avec des produits dans votre maison, avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. On fait pratiquement tout. Un simple reçu que vous avez à la caisse quand vous allez dans le supermarché, moi il y a 20 ans que j'y vais plus, mais contiennent des bisphénol A. Et en fait, vous allez voir qu'il y a une grande imposture parce qu'on a transformé les bisphénols A, qui sont avérés toxiques, en bisphénol S, qui sont tout aussi toxiques. Donc, plus d'eau potable, de l'eau de source, embouteillée dans du plastique, si vous n'avez pas d'appareil pour réguler l'eau de votre maison. Et donc, on a eu un scandale dans les années 70 où on a donné des pyjamas avec des perturbateurs, des antiflammes
On a mis des pyjamas pour que les enfants ne flambent pas dans leur lit. Et on a mis ces pyjamas avec des enfants inifugés au triphosphate et qui sont des retardeurs de flamme. Il faut savoir que tous les locaux publics sont imbibés de retardeurs de flamme. Tous les hôpitaux, parce que moi j'ai travaillé en milieu hospitalier longtemps, les tentures, les matelas, tout le matériel contient des retardeurs de flamme. Et c'est une obligation, parce que voilà, c'est une obligation contre l'incendie. Donc on préfère ne pas avoir d'incendie, mais intoxiquer à petit feu tous nos patients. Donc ces perturbateurs, ils sont persistants dans l'air, dans l'alimentation, ils s'accumulent dans nos graisses corporelles. Et là, c'est quelque chose de très important à retenir. Quand vous faites un amaigrissement rapide, vous relarguez dans la circulation tous les perturbateurs que vous avez gardés dans votre tissu graisseux. Or, il est fréquent qu'une maman, au début de sa grossesse, perde du poids parce qu'elle a des nausées et qu'elle a de l'inconfort. Et cette perte de poids, qui se fait aux dépens du tissu graisseux notamment, eh bien, va relarguer dans la circulation, notamment aussi dans le placenta, toutes ces substances toxiques. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Et donc, ces perturbateurs, ces retardeurs de flamme, ils imitent l'hormone thyroïdienne. Et donc, on voit maintenant chez des jeunes, et moi, dans ma consultation, j'en vois de plus en plus, des hypothyroïdies, mais des hypothyroïdies d'origine auto-immune, donc les maladies d'Hashimoto. Et une pathologie qu'on voyait après la ménopause, maintenant, on la voit à 30 ans, hein. On la voit à 25 ans, des pathologies hypothyroïdiennes. Ça, je vais en reparler. Le Distilbène, qui est un perturbateur endocrinien qu'on a utilisé dans les années... Enfin, ça a été stoppé en 1970, mais donc depuis 1947 en 1970, parce que pour éviter les fausses couches. Ce Distilbène, eh bien, il a d'abord empêché les mamans d'avoir une fausse couche, mais il a des répercussions sur 3 générations qui suivent. Donc les filles vont avoir des cancers gynécologiques, des malformations, de l'infertilité. Les garçons ont des malformations génitales. Et la 3e génération a des enfants qui ont des séquelles de prématurité avec des malformations génitales. Et aussi éventuellement chez les filles. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a eu un impact dont maintenant les enfants et les petits-enfants, parce que ça, c'est ma génération. Hein. Voilà, le Distilbène est un cas emblématique. Et vous allez voir que le bisphénol A, eh bien, c'est un cousin du Distilbène. Donc, il va avoir le même effet que le Distilbène et va avoir une imprégnation de la femme enceinte pendant sa grossesse. Donc, ce Distilbène, vous voyez que le bisphénol A est interdit, le Distilbène est interdit, mais ce bisphénol A est remplacé par du 7, je vous le montrerai, ou du S ou du F. C'est aussi toxique que le bisphénol A. Voilà. Donc, ce bisphénol A, il provoque ce qu'on appelle l'hyperandrogénie. Donc, l'hyperandrogénie, c'est la masculinisation, notamment de la femme. Et ce bisphénol S, voilà. Donc, il faut se protéger au niveau du quotidien, aérer son logement, acheter des meubles en bois naturel. Les chambres Ikea pour les bébés, ça a été une horreur. Et ne pas laisser de la poussière, laver les maisons. Ne surtout pas acheter une voiture neuve quand on va être enceinte, parce que vous en avez pour 1 an de retardateur de flamme dans la voiture. Et notamment, dans ces retardateurs à base de brome, ils empêchent de capter l'iode, qui est indispensable à la formation des hormones thyroïdiennes. Et vous allez voir que dans notre société, on a des apports en iode qui sont particulièrement insuffisants. Et donc, on va devoir faire un choix. Quand vous avez du matériel en plastique, vous allez rejeter tous les plastiques qui contiennent le chiffre 1, 3, 6 ou 7, ou S. Le 7, c'est un S. Et vous allez choisir les bouteilles, parce que parfois c'est impossible puis on s'achète une bouteille pour voyager, et que ce n'est pas toujours possible d'acheter une bouteille en verre. Ce qui est possible, c'est d'acheter en métal. Mais c'est important parfois d'avoir une matière non cassable, pour les sportifs notamment. Eh bien, il faut avoir en dessous de votre bouteille un sigle qui est de 2, 4 ou 5. Et là, ce sont des substances qui ne sont pas nocives.
Alors, il y a la différenciation hormonale. Vous savez que, bon, bien sûr, on a nos chromosomes, mais on a un stade au début de la grossesse qui est un stade indifférencié. Et donc, le canal de Wolff va se transformer en testicule et le canal de Muller va donner les ovaires. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que chez les hommes qui sont sensibles aux perturbateurs endocriniens, on va avoir ce qu'on appelle une dysgénésie testiculaire, avec une féminisation des caractères sexuels, une baisse de la testostérone, une baisse des spermatozoïdes, une malformation du pénis, une malformation du testicule et des cancers des testicules ou de la prostate. Donc ça, on le constate. Il y a le même événement qui se passe chez les femmes avec une dysgénésie ovarienne, puberté précoce, des petites filles qui ont des règles à 9 ans, des cancers des seins, des cancers des ovaires, une masculinisation de la femme, règles irrégulières et inconfortables, et des malformations des ovaires, les ovaires polykystiques, et d'où un trouble de la fertilité. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'existait pas il y a 50 ans, hein, ou de façon exceptionnelle. Et donc, on a une série de maladies émergentes qui sont dues à ces perturbateurs. Et la difficulté dans ces perturbateurs, c'est qu'il y en a qui vont agir à faible dose, d'autres qui vont agir en étant potentialisés dans un effet cocktail, cumulatif, différé, comme le dit Stilben, sur plusieurs générations. Et on va avoir difficile de faire ce nettoyage de ces perturbateurs endocriniens. En résumé, les conséquences, c'est la multiplication des cancers. Moi, je soigne beaucoup de patients qui ont des cancers, des troubles du système immunitaire, des croissances et développements des enfants et des comportements de féminisation, des maladies neuronales comme l'autisme et la thyroïde. Et d'ailleurs, je remercie Santa Dapeut qui avait fait la publicité de cette conférence parce qu'elle connaissait très très bien ces problèmes par rapport à l'autisme. Et j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques années et d'évoluer avec elle à ce sujet-là. Et c'est un souci, hein, ces problèmes d'autisme qui ne font qu'augmenter, notamment surtout aux États-Unis. Donc les périodes cibles et les fenêtres d'exposition à toutes ces substances vont être particulièrement lors de la gestation, lors de la petite enfance, la puberté, à l'âge de reproduction, et puis moins dans la période adulte et un peu moins dans la période de l'âge mûr. Mais toutes ces études existent, hein. On est plus sensible à certaines périodes de sa vie. Alors il y a une publication qui a été très intéressante de Barbara Domenech, qui a écrit un livre, Le cerveau endommagé, et qui parle des effets de l'hormone thyroïdienne qui est particulièrement touchée par les hormones, par les perturbateurs endocriniens. Et donc, on voit dans le tableau de Mendel, puisque vous avez tous même appris ça dans vos humanités, que vous avez à droite du tableau le fluor, le chlore, le brome, l'iode, qui sont dans la même catégorie. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que les perturbateurs agissent à plusieurs niveaux en empêchant la fixation de l'iode sur la glande thyroïde, en prenant la place de l'hormone thyroïdienne ailleurs dans le corps. Par exemple, vous allez utiliser un dentifrice au fluor, eh bien, ce dentifrice au fluor va éliminer l'iode de votre corps. Or, il y a énormément de fluor et il y a eu toute une période, je vais vous le montrer, où on a donné du fluor aux enfants. Les symptômes d'hypothyroïdie, ils sont très très fréquents. C'est je suis fatigué le matin, j'ai les yeux gonflés le matin, je suis constipé, j'ai froid aux mains et aux pieds même en été. Et il y a toute une série de symptômes qui font qu'on va dépister cette hypothyroïdie et qui n'est pas, je vais vous parler des analyses sanguines. Les carences en iode frappent la moitié de la planète. Et donc, c'est directement lié à l'intelligence d'une population. Et donc, il est étonnant de constater que le problème d'accès à des apports iodés adéquats ne soit pas encore définitivement réglé. Sinon dans le monde, au moins dans les pays économiquement avancés. Les fluorures contenues dans l'eau potable diminuent la fixation de l'iode, mais le Conseil de l'Europe a classé l'affaire en estimant que les concentrations actuelles ne créent pas de risque acceptable. Tout ceci ne doit pas nous faire oublier l'ensemble des autres produits chimiques susceptibles de modifier les mécanismes liés à l'iode en général et en particulier, notamment tous les produits tensioactifs, les plastifiants.
Et donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des crétins des Alpes, mais dans les Alpes, dans tous les villages, il y avait l'une ou l'autre personne qu'on appelait le crétin des Alpes parce qu'il était le béné du village. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en montagne, vous n'avez pas d'iode. Et donc, l'iode, c'est un problème de santé publique et on l'a surpassé largement. Donc, pour vous expliquer un petit peu, c'est un peu technique, mais enfin, bon, il y a des professionnels de la santé ici. En général, quand on vous fait une prise de sang, on vous fait la prise de sang de la TSH, éventuellement de la T4. Il y en a qui ne font que la TSH, qui est une hormone hypophysaire, puis la T4 et puis la T3. Alors, ce qui nous intéresse, nous, comme en micronutrition, c'est la T3. C'est la T3 qui est une hormone 5 fois plus active que la T4. Et cette hormone, elle n'est pratiquement jamais dépistée au niveau sanguin. Le corps médical ne dépiste pas la T3, ou très rarement. Et cette T3, on peut la doser sur les urines de 24 heures. Et donc, qu'est-ce qu'on sait maintenant? C'est que les dosages de TSH et d'iode ne sont pas faits suffisamment chez les femmes enceintes. Et une profonde carence en iode pendant cette période marquera définitivement le comportement du futur bébé, tant dans ses capacités physiques que neurocomportementales, et ses effets carentiels in utero ne se rattraperont jamais. Les firmes pharmaceutiques qui auraient poussé à la diabolisation de l'iode afin de pouvoir commercialiser à vie aux hypothyroïdiens déficitaires en iode de la T4 commerciale. Vous connaissez tous le scandale du lévothyrox en France. La thyroxine est devenue à ce jour un des médicaments les plus prescrits au monde pendant que les carences en iode ne cessent de s'accentuer. L'iode ne coûte rien, ne rapporte rien à personne, donc personne n'a intérêt à faire la promotion d'utilisation de l'iode dans toutes ces pathologies. C'est vraiment un problème commercial et sanitaire. Donc je vous ai expliqué que le fluor qu'on trouve dans beaucoup de médicaments, c'est toutes des marques de médicaments que vous avez ici, qui contiennent du fluor. On ne sait pas très bien pourquoi ils sont dans le fluor, parce qu'ils sont dedans, c'est un conservateur, hein. Et toutes ces prescriptions qui sont faites plus ou moins à long terme, hein, certains antidépresseurs qu'on prend pendant 5 ou 10 ans, vont contenir du fluor et que ça n'est pas sans conséquence, notamment sur l'assimilation de l'iode. Donc, le fluor crée le plus de cancers au monde. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. La pilule contraceptive, alors ça, je sais que je ne vais pas me faire des amis. La pilule contraceptive contient des hormones synthétiques qui agissent dans le corps pour supprimer l'ovulation et prévenir la grossesse. Le fait de supprimer l'ovulation via la pilule, donc on supprime les œstrogènes de synthèse, les progestatifs de synthèse, prive la consommatrice des effets bénéfiques des hormones naturelles. Donc très fréquemment, il y a des prises de poids, une baisse de lipido, fatigue, état dépressif. Et les œstrogènes de synthèse, via leur dégradation, altèrent le fonctionnement hépatique. Donc quand on prend la pilule pendant de nombreuses années, il faut faire une détoxification hépatique. Et les cancérologues, ce n'est pas moi qui le dis, les cancérologues disent maintenant qu'on doit utiliser la pilule maximum 5 ans sur la vie d'une femme. Bon, ben, si vous l'avez pris pendant 20 ans, c'est trop tard, hein, donc on peut se nettoyer aussi, voilà, et puis, mais ça, voilà, c'est en tout cas déconseillé. Et donc la pilule contraceptive, elle a tous ses effets secondaires et elle est classée cancérogène par l'OMS en 1998. Donc ça fait plus de 20 ans, ça fait 25 ans qu'on sait que cette pilule est cancérogène. Et un jour, à un congrès de gynécologues, une gynécologue s'en est pris fortement à moi en disant « mais on va avoir des avortements ». Des grossesses non désirées, et on aura des avortements, et nous, on n'a pas choisi ce métier-là pour faire des avortements. Non, mais est-ce qu'on a choisi un métier pour provoquer des cancers ou provoquer des insuffisances hépatiques, tous les effets de la pilule? C'est un choix. C'est un choix qui doit se faire avec votre soignant, votre gynécologue. Et on voit que cette pilule contraceptive a quand même des effets secondaires. Et on voit qu'elle part dans l'eau d'évacuation. Donc les animaux en prennent. Tout le monde qui boit de l'eau d'évacuation. Parce qu'il faut savoir que l'eau en Belgique, elle est bactériologiquement propre. Mais la bactériologie, tout compte fait, ben oui, ça peut vous donner une bonne dysenterie, ça peut vous donner des soucis immunitaires, mais tous ces perturbateurs et toutes ces pilules ou ces chimiothérapies qui sont dans l'eau, eh bien, ça va quand même handicaper notamment l'évolution des adolescents
Et on voit qu'au niveau des adolescents, on a une modification de la morphologie de nos adolescents qui ont une augmentation des œstrogènes, donc ils ont des seins, une augmentation de la progestérone. Et on voit, si vous allez sur les plaines de jeux avec les adolescents en été, vous voyez ces adolescents-là qui sont gras mais qui ont une morphologie gynoïde et où vous voyez que visiblement il y a une modification hormonale. Donc, quand on prend un médicament et qu'on est enceinte, ça a de lourdes conséquences. Et aucun bébé ne devrait naître pollué, il devrait naître dans des bonnes conditions. Pourquoi? Parce que la mitochondrie, qui est, si vous voulez, un organe dans la cellule, et la mitochondrie, c'est un peu la centrale énergétique de la cellule. La mitochondrie, elle est très importante chez la maman qui va enfanter, puisque l'ADN mitochondrial est transmis par la mère et que les polluants modifient l'ADN mitochondrial. Donc c'est très important que la maman transmette un bon ADN. Le paracétamol. Alors, le paracétamol, si on le consomme pendant la grossesse, outre la persistance d'un canal artériel ouvert à la naissance, il existe un lien entre les taux de métabolite de paracétamol au sang du cordon et le risque de troubles de l'attention, de TDAH, et de troubles du spectre autistique. Étude faite à partir de la Boston Birth Cohort, ce risque se multipliait par 2. Quand on voit comment on utilise le paracétamol et comment on l'a utilisé pendant la période du Covid, c'est effrayant. Suspicion de risque asthmatique augmentée si le paracétamol est chez le bébé. Et donc, on savait qu'il était formellement contre-indiqué d'administrer du paracétamol en cas de Covid, puisque c'est un inhibiteur de la synthèse du glutathion, qui est un puissant antioxydant, et qui a mis les patients atteints de Covid dans une situation aggravée. Et donc, on a dit, vous restez chez vous et vous prenez du paracétamol. Et ces gens se sont aggravés, ont été acceptés en service de soins intensifs où ils ont été entubés, deuxième aggravation de leur état. Et donc, c'est vraiment quelque chose, le paracétamol. Il est considéré comme un perturbateur endocrinien. Et chez la souris greffée avec du tissu humain, les taux de testostérone se sont révélés plus bas en risque de cryptorchidie augmentée chez le fœtus humain. Donc, ce paracétamol que vous prenez et que vous avez dans votre armoire, il n'est pas banal du tout parce qu'il faut savoir aussi que les personnes qui utilisent beaucoup de paracétamol ont une empathie qui est diminuée. Donc, il y a une modification même au niveau du relationnel. Les perturbateurs endocriniens augmentent l'exposition du fœtus pendant la période fœtale et néonatale et peut irréversiblement modifier le métabolisme et la fabrication de cellules graisseuses. Donc, on a des enfants qui vont naître avec une prédisposition à l'obésité. On a fait des expériences et on a vu ça chez les rats, chez la souris. Et donc, la souris contaminée avec 6 pesticides fait du foie gras et est diabétique, prédiabétique. Il y a une augmentation du diabète multipliée par 3 en 20 ans. L'asthme est aussi aggravé en cas d'utilisation des perturbateurs endocriniens, c'est multiplié par 5 en 50 ans. Et donc sur 4 générations, on a vu vraiment d'énormes modifications. La pollution atmosphérique va entraîner les troubles périnataux, la mortalité infantile, les troubles respiratoires, les allergies, les tumeurs, les problèmes cardiovasculaires, les troubles mentaux. Donc les problèmes sont énormes. Et donc on voit que l'implication des perturbateurs vont être sur le QI de l'enfant, sur l'attention de l'enfant, donc avec un déficit de l'attention, et sur l'autisme. Ça, c'est un peu un résumé. Et donc, on sait maintenant qu'avec toute cette pollution, l'humain est vraiment en péril. Alors, tout ce constat est vraiment un peu alarmant, mais je pense qu'on doit devenir des êtres responsables. On a aussi fait une étude sur les tampons et les serviettes périodiques où on a vu que ces tampons contenaient des perturbateurs endocriniens et qui présentaient des substances à risque pour notre santé. Et donc, on a même détecté des traces de dioxine dans les tampons hygiéniques. Donc, voilà. Donc, on a aussi chez les femmes l'endométriose. Je vous ai parlé des ovaires polykystiques. L'endométriose, c'est
une pathologie qui touche 10% des femmes et le diagnostic est en général posé trop tardivement, 7 ans après 7 ans d'errance. Et la jeune femme, elle se plaint de règles abondantes, douloureuses, elle a mal au ventre. Et on lui dit, bah, vous faites des gaz, hein, vous faites... voilà. Donc cette endométriose, qu'est-ce qu'elle a comme impact ? C'est que lors de saignement de vos règles, vous allez avoir des fragments d'endomètre qui vont aller se mettre dans d'autres organes. Et ça veut dire que ces autres organes vont avoir une activité hormonale qui n'est absolument pas du tout, qui ne doit pas être pour ces organes-là. Et donc, on va avoir en même temps, on va avoir des troubles de la fertilité, bien sûr. Les ovaires polykystiques, je vous en ai parlé, c'est 10% aussi des femmes. Et l'ovaire polykystique, les ovaires polykystiques et l'endométriose, on ne vous propose en médecine classique que la chirurgie. Et il y a une grande conférence qui s'est faite à Wavre avec un chirurgien d'un hôpital universitaire qui a dit il n'y a que la chirurgie. Or, vous voyez, quand vous voyez la cause de ces pathologies-là, on voit que les perturbateurs endocriniens provoquent un excès d'insuline dans le sang, un excès de sucre fatalement, et après une augmentation des lipides dans le sang, j'ai dit des lipides, hein, c'est surtout les triglycérides, c'est pas le cholestérol, provoque une résistance à l'insuline et les ovaires polykystiques. Donc on connaît tout le cheminement de la pathologie et on sait que si on a des signes d'alarme, il suffit de traiter la personne. Et nous, en micronutrition, on a des moyens thérapeutiques. Hein. Moi, je soigne des femmes qui ont des ovaires polykystiques ou de l'endométriose. On utilise notamment des enzymes protéolytiques qui ont des effets remarquables sur ce traitement-là, sans passer par d'autres hormones. Donc, voilà les différents perturbateurs endocriniens. Moi, je les ai classés en 8 familles, mais vous les connaissez tous, on vient tous d'en parler. Les métaux lourds aussi sont très importants. Vous verrez que, puisque vous pourrez disposer du diaporama, vous verrez dans quel type de produit on trouve ces perturbateurs. Vous verrez comment on peut, au niveau du quotidien, je pense que j'ai largement dépassé le temps. Donc, comment vous pouvez éviter les shampoings, les cosmétiques, les détergents et protéger la femme enceinte. Il faut savoir que ce cordon ombilical entre la mère et l'enfant est un passage de tous ces perturbateurs. Il faut faire une détoxification par un professionnel avant la grossesse. Alors, vous pouvez vous détoxifier avec de l'artichaut ou du jardin-marie, mais je pense qu'il faut faire ça sérieusement. Et donc, on voit qu'on a 80 000 produits chimiques qui sont actuellement utilisés aux États-Unis et dans l'Europe. Et donc, dans ces substances, il y en a 180 qui sont cancérigènes et 200 qui sont neurotoxiques. Donc, ça veut dire que on retrouve dans le cordon ombilical de nouveau-né jusqu'à 287 toxines. Donc, pour les toxines, elles entrent par la peau, hein, tous les produits d'entretien, les produits cosmétiques, par les poumons, tout ce qu'on respire, par les toxines qu'on fabrique à l'intérieur de notre corps, et on doit recycler tout ça par le foie et éliminer ça par la peau, par la transpiration, par les selles, par les urines et par la respiration. Et donc, cette détoxification doit être faite par un professionnel avec des substances micronutritionnelles. Vous voyez qu'on utilise des vitamines, qu'on utilise des substances comme le glutathion, on utilise de la taurine. Ça, c'est vraiment un travail de professionnel qui va vous permettre d'éliminer un maximum et qui va vous permettre aussi d'éliminer peut-être le graphène que vous avez ingurgité, parce que vous savez que le graphène, on en met partout maintenant. Alors, le microbiote intestinal va être extrêmement important pour la qualité et la santé de l'enfant. Et vous savez que les facteurs positifs au niveau du microbiote intestinal, ça va être la naissance par les voies basses, c'est-à-dire la naissance normale, l'allaitement, pas de prise d'antibiotiques, la naissance à terme si possible, et avoir que la maman ait un bon microbiote au niveau intestinal et au niveau de la santé buccale. Et que les facteurs qui vont abîmer tout ça, c'est les naissances par césarienne qui sont parfois utiles et nécessaires, mais il y a eu des césariennes par complaisance ou par confort. Utilisez le moins possible le lait maternisé, parce que vous avez dans les boîtes en lait maternisé, vous avez une boîte en métal et à l'intérieur, il y a un plastique qui contient des perturbateurs endocriniens. La prise d'antibiotiques, vous savez que maintenant on est en train d'avoir énormément de résistance aux antibiotiques.
je vous encourage d'écouter tous les travaux du professeur Raoul qui nous explique tous les problèmes liés aux antibiotiques, la prématurité et les parodontites chez les mamans. Donc, faire un traitement de parodontologie chez chaque maman avant la naissance, ça serait important. Il y a un lien évident entre l'intestin et le cerveau, et c'est pour ça qu'on appelle que l'intestin est notre second cerveau. Moi, j'ai même envie de dire que c'est notre premier cerveau, et ça joue dans les deux sens. Notre cerveau influence le microbiote, et le microbiote influence notre cerveau. Et donc, ce microbiote va dépendre du mode d'accouchement. Si on utilise par voie génitale, l'enfant va être ensemencé par le microbiote fécal de la maman. Et s'il naît par voie césarienne, il va seulement être ensemencé par le microbiote de la peau. Et ça va changer tout à fait l'implantation de ce microbiote chez l'enfant. Parce que jusqu'il n'y a pas très longtemps, on pensait que le placenta était stérile, mais le placenta n'est pas stérile. Il contient aussi un microbiote. Et donc, on voit une comparaison du microbiote des mères qui ont accouché par les voies naturelles ou par césarienne. Et on voit que l'implantation de ces bonnes bactéries va être tout à fait différente. Alors, il y a un grand problème de santé publique maintenant, c'est qu'on a une augmentation de diabète de type 1 chez les enfants. Donc, vous voyez, entre 1998 et 2030, il y a une charge énorme de diabète qui sont en train de surgir. Le diabète de l'enfant est fréquent. Est-ce qu'on est devenu des neuro-esclaves du sucre? Oui, autant les adultes que les enfants. Ici, c'est un petit schéma qui vous montre quand on a mangé une tartine au chocolat le matin, on a une hyperglycémie, on pète la forme. Et puis, en déant les quelques minutes, 37 à 40 minutes après, tout bascule et on se retrouve en hypoglycémie. J'ai donné des cours dans les écoles et en faisant un petit sondage, les enfants qui mangent des Choco-Pops ou qui ont un petit jus sucré à 10 heures à l'école, parce qu'ils meurent de faim à 10 heures parce qu'ils ont mangé des Choco-Pops le matin, à 11 heures du matin, l'institutrice, elle n'en fait plus rien parce qu'ils ont des troubles de l'attention dus à ces escalades d'hypo et d'hyperglycémie. Donc, le sucre, c'est la toxicomanie, c'est la cocaïne du XXIe siècle. Donc, il faut vraiment, vraiment éliminer le sucre au maximum dans son alimentation. Et donc, on voit là, ici, les montagnes russes qui sont dues à cet apport de sucre important et qui amènent de fringales qui font que vous allez grignoter toute la journée et que vous allez être de mauvaise humeur. Et les troubles d'hypoglycémie, eh bien, c'est la prise de poids, les troubles de sommeil, même si on n'est pas diabétique, et on va être irritable. Donc, ce cycle de l'hypoglycémie, je mange des aliments à index glycémique élevé, j'ai une sécrétion importante d'insuline, je baisse ma glycémie trop vite, j'ai de nouveau un coup de fatigue, je reprends du sucre, et puis on fait un cercle infernal. Donc, le matin, que ce soit pour l'enfant ou que ce soit pour les parents, un petit déjeuner, c'est pas de sucre, c'est des protéines. Pourquoi? Parce que dans les protéines, vous avez de la tyrosine et aussi du tryptophane qui vont transformer la tyrosine, ça vous parle bien de la thyroïde, et le tryptophane qui vont se transformer en sérotonine. Donc, les neurotransmetteurs, ils se fabriquent dans l'assiette et synthétisent dans l'intestin et ils agissent dans le cerveau. Et donc, vous allez avoir les enfants, par exemple, en cas de burn-out, on a une carence en dopamine. Eh bien, tous les gens qui ont des burn-out, moi j'en ai énormément reçu, j'ai donné 13 conférences à la Commission européenne sur le burn-out, c'est des gens qui soit ne mangent pas le matin ou ne mangent pas de protéines le matin, ne mangent que du sucré. Et donc, vous allez, par l'alimentation, absolument changer votre relation émotionnelle. Et je ne vais pas me prolonger parce que je pense que je suis déjà largement dépassée du temps. Donc le pique-nique à midi, c'est des protéines avec des légumes, si possible moins de protéines le soir. Et il y a fondamentalement une différence entre l'assiette de droite et l'assiette de gauche. Il faut éviter absolument les aliments ultra transformés. Donc, quand on voit des enfants qui se baladent dans les poussettes avec des confits-potes en bouche, c'est du sucre pur, ça n'a plus rien d'un fruit. Et on ne peut pas se dédouaner de manger des fruits frais. Et donc, on va avoir les montagnes russes toute la journée et on va avoir des troubles de l'humeur et des troubles du sommeil.
On mange le jour, on dort la nuit et en chrononutrition, on mange des protéines le matin. On mange des oméga 3, des acides gras, des bonnes graisses, puisque ces bonnes graisses vont être importantes pour le cerveau et pour la fluidité de toutes les cellules et les membranes cellulaires. Il faut choisir de préférence des oméga 3, donc qui ne sont pas synthétisés par l'humain. Donc on ne trouve pratiquement que dans les petits poissons gras et des huiles de lin ou de colza, mais il faut encore subir une certaine transformation que parfois le bébé ne peut pas faire. Et ces oméga 3 sont anti-inflammatoires, empêchent l'agrégation plaquettaire, donc l'hypercoagulation, et la dilatation des vaisseaux. Donc les oméga 3, c'est absolument important. Le cholestérol, j'en parle, pourquoi? Parce que l'aliment le plus riche en cholestérol, c'est le lait maternel. Pourquoi? Parce que le lait maternel, il doit faire le cerveau de l'enfant et le cholestérol, c'est un précurseur de la vitamine D. Et donc, il est nécessaire aussi au fonctionnement de la sérotonine, qui est le neurotransmetteur de la zénitude. Donc, ce cholestérol, dans le lait de la maman, il est très important et ne pas faire la guerre au cholestérol comme on l'a fait au niveau de business pharmaceutique. Donc, quand on manque de vitamine D, on attrape à peu près toutes les pathologies, notamment le rachitisme, le système immunitaire qui est déficient. Et la vitamine D, il faut des doses très élevées. La plupart des gens qui viennent en consultation chez moi, ils sont à 20 ou au maximum 30. Il faut être entre 60 et 80 selon les tests du laboratoire. Et il y a une imposture qui vient de sortir qui est effrayante. Les journalistes vont se déchaîner contre la vitamine D parce qu'on essaye de déclarer la vitamine D comme perturbateur endocrinien. Écoutez, c'est quand même grave que des choses comme ça arrivent. Donc la vitamine D, c'est essentiel. Et vous voyez ici que la vitamine D, si une maman fait une grossesse avec un manque de vitamine D, elle aura un enfant avec un petit poids à la naissance et un plus grand risque de prééclampsie. Alors, la vitamine D, je vais passer aussi. Pour les mamans qui sont végétariennes, c'est un souci parce qu'elles vont être carencées facilement en vitamine D parce qu'elles ne veulent pas de produits animaux. Or, la vitamine D vient essentiellement des produits animaux, mais on a des vitamines D qui sont des vitamines D, la D2, qui est retirée des graisses de laine de mouton et qui nous permet de ne pas tuer les animaux. Donc, les femmes enceintes végétariennes doivent absolument être complétées en vitamine B12 et en vitamine D3 tout le temps. La vitamine B12, c'est celle-ci, c'est la vitamine du cerveau. C'est si on a un manque de B12, qu'on soit jeune ou vieux, le cerveau fonctionne au ralenti et on a des lésions cérébrales. Les minéraux qu'on doit avoir, l'iode, le zinc, le fer, le magnésium, le sélénium et les vitamines, je vais vous dire. Donc voilà. L'allaitement maternel, on pourrait dire est-ce qu'il est risqué parce qu'on sait qu'il est pollué maintenant, parce que des doses importantes de toxiques, mais ça restera comme un bénéfice important et que le vrai problème reste donc l'exposition fœtale. Donc ne pas perdre de poids quand on est enceinte. Il faut être unis sur la question. Je vous ai mis un livre intéressant à lire, qui sont les livres de Natasha Campbell, qui a parlé de tous ces problèmes d'enfants autistes et qui a parlé du syndrome entéropsychologique, donc qui est un syndrome qui est lié au microbiote intestinal. Donc c'est extrêmement important pour l'avenir d'un enfant, pour qu'il ne soit pas hyperactif, dyslexique, dysphasique. Les toxines pour le cerveau les plus dangereuses, on a fait le tour. Et donc les métaux lourds, les perturbateurs, le glutamate qu'on retrouve dans des aliments ultra transformés, parce que ça augmente le goût des aliments, les ondes électromagnétiques et la nutrition. Merci pour votre attention.